On va encore voyager, et oui. Parce qu'après avoir posé les pieds en Asie, en Europe et en Afrique, on va traverser l'Atlantique et on va arriver en Amérique du Sud, au Brésil plus précisément. Donc ça c'est un truc que j'aime bien faire, c'est changer complètement d'environnement pour arriver dans un pays où j'ai pas beaucoup de connaissances non plus, j'ai pas beaucoup de références, comme d'autres pays d'Amérique du Sud et d'Afrique en général. Ce sont deux continents où j'ai une culture cinématographique assez restreinte. Mais c'est ça qui va être excitant, c'est qu'on va s'attaquer à un film qui a un peu un statut de mythe. C'est un film qui a été apprécié par des grands artistes et donc je trouve que c'est un challenge qui est méga intéressant. Bienvenue sur cet essai sur le cinéma consacré à un film brésilien sorti en 1931 et réalisé par Mario Peixoto, Limite. Et j'ai découvert ce film en 2023 et il s'agit d'un long métrage muet et en noir et blanc. Alors c'est quoi cet objet de fascination ? Eh bien c'est un film qui est sorti en 1931 et c'est un film brésilien avant-gardiste réalisé par Peixoto qui va faire là son seul et unique film de sa vie. C'est une œuvre singulière qui s'inscrit dans un contexte historique, artistique et cinématographique très particulier. Déjà, on est dans le Brésil des années 1930 qui est en pleine transformation politique et sociale. Ce pays vient de connaître la révolution de 1930 et qui met fin à la vieille République et inaugure l'ère Vargas. Et sur le plan artistique, le modernisme brésilien, inauguré lors d'un événement en 1922, influence profondément les artistes en quête d'un langage national propre, affranchi des modèles européens, mais encore en dialogue avec eux. Parce qu'il faut préciser, mais le Brésil, comme l'intégralité des territoires d'Amérique, c'est un pays qui a été colonisé par les Portugais. Alors, je ne sais pas exactement quelle langue on parlait au Brésil, pour le coup, c'est pas comme le Sénégal, je ne sais pas. Au Brésil, on parle aujourd'hui un portugais qui est considéré comme un portugais un peu différent du portugais d'Europe. C'est ce que m'avait expliqué une brésilienne de mon master, Christina. Elle me disait que le portugais brésilien, il est différent parce que c'est pas le même accent, c'est pas les mêmes intonations, c'est pas les mêmes mots, c'est presque une autre langue. Donc quand on parle de ce lien avec les modèles européens, il faut considérer que le Brésil, c'est un pays qui est plus jeune, en tant que Brésil bien sûr. Donc le cinéma brésilien à cette époque, il est embryonnaire. L'industrie elle est instable, elle est dominée par des productions étrangères principalement hollywoodiennes, et les productions nationales, elles sont rares, elles sont souvent des documentaires ou des comédies populaires. Et c'est dans ce contexte que surgit Limite, qui est un film profondément expérimental, sans dialogue, et à la narration elliptique et poétique. Et il se distingue par son esthétique marquée par les influences du cinéma soviétique, notamment Eisenstein, du cinéma expressionniste allemand et du surréalisme européen. Et Peixoto, qui est un jeune homme issu de la bourgeoisie de Rio de Janeiro, il est fasciné par la littérature, la poésie et le cinéma d'avant-garde. Il est né en 1908 et il n'a que à peu près 21 ou 23 ans lorsqu'il réalise Limite, qui est donc son seul film. Quand je dis entre 21 et 23, c'est parce que j'ai vu des sources qui mentionnaient ces deux âges-là. Et donc c'est une fourchette que je vous donne. Donc c'est un autodidacte et il écrit également des nouvelles et des poèmes. Il a même fait un roman. Et sa sensibilité artistique, elle est nourrie par ses voyages en Europe et par sa fréquentation des milieux intellectuels brésiliens. Limite, c'est inspiré par une photographie d'une revue française de photojournalisme, Vue. Alors je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais c'est une photographie qui représente une femme menottée aux côtés d'un homme, et c'est une photographie d'André Kertész. Et cette image, elle déclenche chez Peixoto l'idée d'un film basé sur les sensations, le symbolisme et la fuite existentielle. En fait, c'est un film qui a aussi un côté mystique parce que c'est longtemps resté dans l'oubli et c'est un film qui devient culte après avoir été redécouvert et restauré dans les années 1970 et même encore aujourd'hui. Il est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma latino-américain et qui en est une des œuvres les plus singulières. Et Mario Peixoto, bien qu'il n'ait jamais tourné d'autres films, il demeure une figure emblématique de l'avant-garde brésilienne. C'est un artiste solitaire qui a su capter la puissance du langage cinématographique dans une œuvre unique, marquée
par la mélancolie, la fragmentation et une profonde quête existentielle. Alors, d'après la fiche de ce film dans une édition de 1001 films à voir avant de mourir, il s'agirait d'un des films préférés de David Bowie et Orson Welles l'aurait vu dans les années 40. Donc voilà ce qui est dit sur le film. Le film tout entier semble flotter langoureusement. Il fallut fabriquer des supports de caméra spéciaux pour que l'image donne l'impression de s'élever dans les airs. Peichotto parlait de caméra cerveau. Il semble difficile de ne pas lier certaines de ces fulgurances visuelles aux idées littéraires de Virginia Woolf ou au film de l'impressionniste française Germaine Dulac. Et du coup, ça raconte quoi ce film ? Il s'agit de deux femmes et un homme qui dérivent sur une barque au milieu d'océan. Tandis qu'ils attendent une issue incertaine, chacun se remémore des fragments de son passé. Ces souvenirs révèlent des histoires de douleur, d'amour perdu et d'enfermement, et l'angoisse monte à mesure que l'espoir de salut s'amenuise. Et le film il va explorer la condition humaine face à l'imminence de la mort. Donc on a bien sûr plusieurs thématiques dans ce film qui sont l'enfermement et la limite existentielle. Déjà, on a le titre du film, qui est une indication centrale, limite. Il s'agit de la limite de la condition humaine, de la liberté, du désespoir et de la finitude. L'image d'ouverture du film, c'est extrêmement symbolique. Il s'agit de trois personnages qui sont assis dans une barque à la dérive en mer, sans destination visible. On ne sait pas d'où ils partent et on ne sait pas où ils arrivent. Et cette barque, elle incarne la condition humaine face à un monde sans repère. C'est un temps suspendu avec une direction incertaine. Et cette image, elle symbolise la stagnation et l'emprisonnement psychologique, mais aussi le destin implacable. Il n'y a pas de salut, ils sont coincés un peu dans un entre-deux. C'est ni la terre, ni l'océan, ni la vie et ni la mort. Et Søren Kierkegaard, qui est l'un des pères de l'existentialisme, il développe dans le concept d'angoisse, une idée selon laquelle l'individu il est confronté au vertige de sa propre liberté et à la possibilité du néant. Et bien, dans Limite, les personnages ils sont enfermés dans un bateau à la dérive, en silence et sans destination claire. C'est un peu une métaphore de l'être jeté dans le monde, qui Kierkegaard disait dans son ouvrage l'angoisse et le vertige de la liberté. Et bien dans Limite, l'attente silencieuse, avec les gros plans sur des visages fermés et les mouvements lents du bateau, tout semble baigner dans cette angoisse existentielle. Et on peut aussi penser à ce proverbe latin qui dit « Naviguer est nécessaire, vivre ne l'est pas », un proverbe qu'on peut attribuer à Pompée. Il évoque le voyage comme nécessité spirituelle, indépendamment du sens ou de la destination. Il résonne étrangement, je trouve, avec ces trois figures qui dérivent dans une barque sans but. En fait, si vous voulez, dans le film, la condition humaine elle est explorée à travers une esthétique du silence et de la contemplation. La limite, elle est évoquée d'abord par l'emprisonnement. Les personnages, ils sont enfermés physiquement par la mer et symboliquement par leur passé. On a un montage elliptique qui fragmente tout ça et qui souligne la discontinuité de la mémoire et l'impossibilité de saisir une vie dans sa totalité. La limite de la condition humaine, elle se manifeste aussi par l'incommunicabilité. Les personnages, ils ne parlent pas, ils sont isolés dans leur solitude existentielle. Et ce film, il suggère ainsi que l'être humain il est fondamentalement seul face à son destin. Les flashbacks qui révèlent des instants de souffrance, de perte et de marginalité qui amplifient l'idée que la vie humaine est marquée par la douleur. Et la caméra elle explore les visages et les gestes, substituant au langage verbal une expressivité corporelle qui souligne la vulnérabilité. Et le noir et blanc expressionniste, avec les gros plans et les contrastes d'ombre et de lumière, ça accentue le sentiment de claustration psychologique. Et le film il devient une médiation poétique sur la mort, le souvenir et l'effondrement des repères. Il y a aussi question du souvenir avec la mémoire et le trauma. Et à travers une série de flashbacks fragmentés, chacun des trois personnages va se remémorer un épisode tragique ou marquant de sa vie. Ces retours en arrière, ils sont visuellement stylisés, ils sont poétiques et ils ne sont pas linéaires. Cela renforce l'idée que la mémoire elle est chaotique, qu'elle est subjective et qu'elle est souvent douloureuse. Par exemple, on a un flashback qui montre une femme qui fuit un homme qui pourrait être son amant
ou son mari dans une ville, et ben cette fuite, elle semble porter une charge émotionnelle, de culpabilité ou de honte, bien que le contexte ne soit jamais explicité. Et ici, on voit un trauma personnel qui devient ici une sorte de poids silencieux que chaque personnage transporte. Il y a là leur propre limite intérieure. Nietzsche, il disait dans Ainsi parlait Zarathustra, que je vais reciter pour cette vidéo, que l'éternel retour, comme une épreuve philosophique, peut poser une question. Peut-on vouloir revivre sa vie éternellement avec toutes ses douleurs? Et bien limite, il se construit sur des boucles visuelles, de souvenirs répétés avec des gestes et des visages qui reviennent assez souvent. Et il disait dans son ouvrage, Nietzsche, il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. Et les visages marqués de douleur, les gestes répétés, les regards vers la mer comme vers un infini indifférent, ils sont proches de cette vision tragique et poétique de Nietzsche qui valorise l'expérience intense, même douloureuse, comme seule forme d'authenticité. Il est aussi question de l'aliénation et de la solitude dans ce film, parce que même quand les personnages interagissent dans les souvenirs, il y a très peu de connexion réelle entre eux. Les regards ils sont vides et les gestes ils sont souvent mécaniques parce que dans le présent ils ne se parlent presque jamais dans la barque. Ils regardent vers l'horizon ou bien ils ferment les yeux comme s'ils étaient déjà morts intérieurement ou absents de ce monde. Et bien cela évoque l'isolement profond de l'individu même en présence des autres. Et la communication elle semble impossible et le silence du film, parce que c'est un film muet, renforce cette idée. Et on a quelque chose qui peut être imaginé, c'est le pessimisme radical d'Arthur Schopenhauer qui trouve un écho dans la structure du film. L'impossibilité de fuir la souffrance, la répétition des douleurs humaines à travers les flashbacks, tout cela illustre la volonté aveugle de vivre que Schopenhauer décrit dans Le monde comme volonté et représentation, où il dit toute vie est souffrance. Il dit aussi la vie aussi comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Et les personnages dans Limite, ils n'agissent pas, ils subissent le cadre du bateau, qui est une métaphore de l'existence sans contrôle, illustre ce destin tragique. La mer, qui est impassible et infinie, devient ici l'image du noumen, cette réalité inaccessible que Schopenhauer oppose au monde tel qu'on le perçoit. On a aussi, dans un article du Ciné-Club de Caen, l'auteur qui précise que Peixoto, il était homosexuel et qu'il a pu assumer ceci lorsqu'il a vécu en Angleterre dans les années 1926-1927. Et le film Limite peut être interprété un peu comme une expression de son homosexualité à travers une esthétique et une narration qui reflètent des sentiments d'isolement et de marginalité. Et le film présente 3 personnages anonymes dérivant en mer. On ne connaît pas leur nom, chacun confronté à son passé douloureux, symbolisant une quête d'identité et une lutte contre les normes sociales oppressives. Et l'utilisation de symboles tels que l'utilisation des menottes et des images de confinement, cela évoque une sensation d'enfermement, pouvant être liée à l'expérience d'une sexualité non conforme. Et l'influence du surréalisme et de l'expressionnisme allemand, ainsi que l'absence de narration traditionnelle, renforce cette atmosphère introspective. Peixoto, ayant assumé son homosexualité lors de son séjour en Angleterre, infuse dans Limite une sensibilité queer avant l'heure. Oui, on pourrait aller jusqu'à là, faisant de ce film une œuvre pionnière dans le cinéma latino-américain. Et donc, Limite transcende son époque en offrant une méditation poétique sur les limites imposées par la société et le désir de les dépasser. Il est aussi question évidemment de la mort et du temps, parce que tout au long du film, les motifs de la mort, ils apparaissent avec une croix, des cimetières, des mains inertes et des visages figés. On a un montage rapide avec l'alternance d'images, parfois disjointes, qui donne aussi une impression d'urgence ou de dissolution du temps. Par exemple, on a un plan sur une montre dont les aiguilles tournent frénétiquement, suivi d'un plan fixe sur un visage figé. Et cette juxtaposition suggère que le temps s'écoule inexorablement, mais que la conscience humaine y reste suspendue, elle est même impuissante. Et Henri Bergson, dans Matière et Mémoire, disait que
on peut avoir une conception du temps comme durée intérieure, qualitative et même vécue. Et limite, il adopte une temporalité bergsonienne. Les souvenirs, ils n'apparaissent pas en ordre. Ils émergent un peu comme des vagues, ça tombe bien, imprévisibles et subjectifs. Les personnages, ils se souviennent, mais sans que le spectateur puisse toujours les situer dans une chronologie. Et puis il dit, Bergson, le souvenir et la conscience du passé dans le présent. Et même le montage du film, fait d'associations visuelles et d'impressions fugitives, s'éloigne de la narration pour se rapprocher d'une conscience en flux très proche du temps vécu décrit par Bergson. Et bien que purement visuel et dépourvu de dialogue, le film puise profondément dans l'univers proustien aussi, Marcel Proust, pas du tout pareil, ça je vais le laisser parce que c'est magnifique ce lapsus. Donc il puise dans un univers proustien par son approche du temps, de la mémoire et de la subjectivité. Parce que donc, comme chez Marcel Proust, le temps n'est pas linéaire mais fragmenté. Il est cyclique, qui est fait de réminiscences et de sensations fugitives. Peixoto, il privilégie l'émotion sensorielle à la narration explicite, évoquant ainsi la célèbre mémoire involontaire proustienne, où une image ou un objet fait surgir un souvenir enfoui, sans médiation rationnelle. Et même la lenteur contemplative du film et sa structure éclatée rappellent un peu le style proustien, où chaque détail sensoriel devient un monde en soi. Et le film élabore une esthétique de l'introspection, dans laquelle les personnages semblent absorbés par une intériorité insaisissable, à la manière des figures proustiennes enfermées dans leur subjectivité. Et même l'usage récurrent des gros plans et des textures, comme les peaux, les objets et les paysages, ça agit comme des équivalents visuels aux longues descriptions proustiennes. Et de plus, la temporalité de limite se construit à travers des va-et-vient entre passé et présent, mimant les flux de conscience. Et même la réalité y est filtrée par la perception plutôt que restituée objectivement, ce qui traduit une influence littéraire directe du temps retrouvé de Proust. Et enfin, l'obsession du souvenir, de la perte du désir et de l'ineffable dans les mythes fait écho au cœur même du projet proustien, capter l'indicible du vécu. Et aussi, le film il adopte une approche résolument formelle et sensorielle dans la lignée d'Abel Gance, de Louise Buñuel et de Sergei Eisenstein. Par exemple, on a un montage qui est rythmique. Il juxtapose des images sans lien apparent pour provoquer un choc émotionnel ou une réflexion intuitive. Cela évoque les théories du montage des attractions d'Eisenstein. Puis il est question aussi de symbolisme visuel, avec des objets de la banalité qui prennent une dimension métaphorique. On a cette paire de menottes sur les mains féminines, qui est donc aussi l'image qui était reprise de la couverture d'un magazine français, et qui devient emblème de la condition humaine emprisonnée. Et puis on a évidemment un jeu sur la lumière et les ombres, avec des jeux de contrastes violents, avec des gros plans sur les visages, ou encore des cadrages obliques qui montrent une réalité intérieure et perturbée. Et c'est là où il faut parler de la structure du film, qui rend une certaine esthétique au film. Bon, déjà, le film, il est structuré de façon non linéaire. On a un fil conducteur, ce sont nos trois personnages, qui dérivent sur un bateau en mer. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils sont sur le bateau? Ils vont avoir des flashbacks, qui constituent la majeure partie du film, où on voit des souvenirs ou des hallucinations de personnages, chacun ayant une histoire personnelle liée à une souffrance. On n'a pas de dialogue, tout est montré par l'image et par le rythme du montage. On peut aussi voir une structure en boucle. Le film, il commence et il se termine sur le même plan du bateau en mer, suggérant un cycle sans fin ou une boucle existentielle. Et c'est là où on peut parler, évidemment, du lien que Peixoto a avec l'avant-garde européenne par laquelle il est influencé, notamment le cinéma de Dziga Vertov, d'Eisenstein, de Buñuel, de Dulac que j'ai cité plus tôt, et Peixoto il conçoit limite comme un poème visuel. Il n'y a pas de récit linéaire, mais c'est plutôt une succession d'images associatives, souvent métaphoriques, qui explorent des thèmes comme l'enfermement, la mort, la mémoire et la fuite. Et l'esthétique du film,
elle est onirique et introspective, elle est dominée par un montage impressionniste et une photographie fortement stylisée. Il évoque plus un état mental ou émotionnel qu'un récit factuel. Et puis, Peixoto, il va explorer de nombreux types de plans pour ça, avec une grande liberté formelle. Bon, déjà, parmi les plans les plus caractéristiques, il faut parler des gros plans. Donc des gros plans sur des objets avec des chaînes, un bracelet ou les mains, pour souligner la charge symbolique. Dans le film, Peixoto il utilise les gros plans pour intensifier l'émotion et explorer la psyché des personnages. Par exemple, on a un gros plan sur le visage d'une femme en larmes qui capte son désespoir silencieux et qui crée une intimité troublante. Et comme le film est muet, ces plans ils remplacent les dialogues pour transmettre l'intériorité. Alors on a un autre exemple, c'est le plan rapproché sur les mains menottées, bien sûr. C'est un symbole visuel fort de la captivité physique et mentale. Et Peixoto, il s'inspire du cinéma expressionniste, bien sûr, en utilisant les gros plans pour accentuer l'angoisse existentielle. Et même le cadrage serré sur des yeux fuyants évoque la peur et la perte de repères. Et les gros plans sur des objets comme une corde ou un journal, ils ont aussi une fonction symbolique. Donc en isolant ces éléments, Peixoto il suggère des souvenirs ou des présages même. C'est un procédé qui renforce l'ambiguïté narrative du film. Et, ce visage féminin qui est vu en extrême gros plan aussi, qui est fixe et silencieux, ça évoque une douleur que tout le monde comprend. Alors il fait pas que des gros plans, il fait aussi des contre-plongées et des plongées même qu'on pourrait qualifier d'extrêmes, pour exprimer la détresse ou l'enfermement, comme les plans regardant vers le ciel à travers des barreaux ou les plans d'un personnage au sol. Elles servent à exprimer l'angoisse existentielle des personnages et leur isolement. On a des contre-plongées qui accentuent la puissance symbolique de certains éléments, comme les cieux menaçants ou les mains crispées en soulignant leur domination sur les protagonistes. On a même une scène marquante qui montre un visage filmé en contre-plongée, envahi par le ciel, et qui traduit la perte de repères. Et à l'inverse, on a des plongées extrêmes qui, notamment sur le sable ou la barque, écrasent les personnages, invoquant leur vulnérabilité et leur impuissance. Et ces angles de vue déforment la réalité, créant un sentiment de malaise. Peixoto, il adopte une esthétique proche de l'avant-garde, influencée par l'expressionnisme et le surréalisme. Les cadrages inclinés et les perspectives exagérées deviennent alors un langage visuel pour montrer l'éclatement intérieur, et les mouvements de caméra lents ou fixes renforcent le poids de ces perspectives. Et puis, on a des plans en mouvement, avec une caméra à l'épaule ou des travelling, notamment autour du bateau, qui donnent un sentiment de dérive. Peixoto il utilise des plans en mouvement pour exprimer les états psychologiques intérieurs des personnages et renforce un peu la poésie visuelle du film. Par exemple, on a ce travelling autour des personnages dans la barque qui symbolise leur enfermement et leur dérive existentielle. Et on a un autre exemple qui montre ceci, c'est le panoramique lent sur le paysage désertique qui souligne l'abandon et l'isolement des protagonistes. Et ces mouvements de caméra ils remplacent souvent les dialogues absents en traduisant les émotions de manière visuelle. Et le travelling avant aussi dans une ruelle étroite qui évoque l'étouffement et la fatalité, avec des mouvements fluides de la caméra qui s'harmonisent avec le montage impressionniste, créant un rythme onirique. Par ailleurs, on a un travelling arrière lors d'une tentative de fuite qui traduit l'impossibilité d'échapper au destin. Peixoto il puise dans l'esthétique du cinéma soviétique et de l'avant-garde française pour sublimer l'image en mouvement. Les plans en mouvement servent donc à la fois la narration elliptique et l'esthétique lyrique du film, et ils incarnent une quête intérieure plus qu'une action extérieure. Et puis on a le montage qui est associatif et qui n'est pas narratif, parfois même qualifié de montage lyrique dans certaines critiques que j'ai lues. Il s'apparente à celui de l'avant-garde soviétique, mais dans un registre plus poétique que dialectique. Par exemple, on a cette séquence du bracelet qui tombe dans le sable, entrecoupée de plans d'oiseaux, de mains nouées et de regards fixes, qui est construit sur un rythme émotionnel plutôt que logique. Et les flashbacks et les images mentales sont juxtaposés sans transition nette, créant un espèce d'effet de flux de conscience.
En fait, si vous voulez, le montage il n'obéit pas à une logique narrative classique, mais plutôt à une logique émotionnelle et sensorielle. Peichotto, il alterne entre plans rapprochés, gros plans, paysages ouverts aussi pour créer une respiration visuelle qui donne un espèce de rythme organique à l'ensemble. Et le film, il exploite la répétition d'images et de motifs comme les mains, les visages et la mer pour rétablir des correspondances visuelles et rythmiques. Et bien ces répétitions ne sont pas simplement esthétiques, elles construisent une tension intérieure qui évoque l'angoisse existentielle des personnages. Le rythme il est souvent ralenti, il est presque même méditatif, invitant le spectateur à contempler plutôt qu'à suivre une intrigue. Et Peichotto il varie la durée des plans, jouant avec le temps pour renforcer l'onirisme. On a même certains plans qui sont longuement tenus, d'autres qui sont plutôt très brefs, ce qui crée une respiration irrégulière mais maîtrisée. Et le montage, il va donc coller des images de temporalité différentes, avec des souvenirs et des présents même fragmentés, qui renforcent le sentiment de dérive et de désorientation. Et sans dialogue, le rythme du film il dépend du flux des images. Le montage devient alors l'instrument principal de la narration, construisant une forme de poésie visuelle où le rythme dicte l'émotion. Peichotto il fait ainsi du montage un langage à part entière, à la fois sensoriel, symbolique et expérimental. Et souvent comparé à un poème visuel dans certaines critiques que j'ai lues, limite se distingue par un rythme qui épouse les vagues de la mer. C'est irrégulier, c'est imprévisible, mais c'est profondément cohérent. Et donc, le film, il est tourné en noir et blanc, mais avec une lumière qui est très contrastée et qui est héritée de l'expressionnisme allemand. Déjà, on a un clair-obscur prononcé. Souvent, on a des visages qui apparaissent dans l'ombre, qui sont isolés de leur environnement. Peichotto, il utilise le clair-obscur de manière marquante pour renforcer l'expressivité visuelle et la symbolique du film. Ce contraste accentué entre lumière et obscurité évoque les tensions intérieures des personnages, souvent silencieux et perdus. Et par exemple, les gros plans de visage partiellement éclairés, ils traduisent une dualité psychologique entre espoir et désespoir. Et les jeux d'ombre sur les mains et les objets, comme les menottes ou la corde, qui accentuent le thème de l'emprisonnement existentiel. Les scènes dans la barque utilisent la lumière naturelle pour dessiner les contours des corps, tandis que l'eau sombre reflète l'incertitude. Et dans les souvenirs, la lumière plus tranchée crée une sensation un peu détachée. Ce clair-obscur, il permet aussi de rythmer visuellement le récit en l'absence de dialogue. Il évoque une influence du cinéma expressionniste allemand, bien sûr, et enfin, on peut dire que cette esthétique, elle renforce le sentiment d'isolement en immergeant les personnages dans des environnements visuellement fragmentés. Peichotto va aussi utiliser des effets de silhouette. Comme dans une scène où on voit une femme monter des escaliers, et son ombre se détache sur un mur blanc. Peichotto utilise ces effets de silhouette pour renforcer l'atmosphère poétique et dramatique du film. On a aussi ces personnages qui sont souvent filmés à contre-jour, créant des formes noires se détachant sur des ciels lumineux, symbolisant leur isolement et leur lutte intérieure. Et on a ces silhouettes anonymes qui accentuent l'universalité de la souffrance humaine. L'utilisation de l'ombre dans les plans et de la barque, à la dérive, évoque du coup l'impuissance et la fatalité. Et il va utiliser une lumière naturelle et il va utiliser aussi la surexposition, notamment dans les scènes en extérieur qui donnent un aspect presque hallucinatoire à certaines images, comme les champs surexposés, les visages éclairés de manière uniforme. Du coup, la lumière elle sert souvent à traduire une subjectivité. L'éblouissement ou l'obscurité, ça symbolise respectivement la perte de repères ou l'enfermement psychique. Peichotto il utilise, je trouve magistralement, la lumière naturelle et la surexposition pour créer une atmosphère introspective. La lumière naturelle, qui est souvent crue, elle accentue le réalisme sensoriel des paysages, comme dans les scènes maritimes où le soleil éblouit l'horizon. Et la surexposition, quant à elle, est employée pour effacer les détails du décor et sublimer les émotions intérieures des personnages. Et par exemple, dans les gros plans de visage, la lumière surexposée, pas juste exposée mais surexposée, efface les contours, soulignant la fragilité humaine. Et lors d'une scène de bateau encore, on a une lumière blanche qui envahit l'écran et qui traduit la dérive mentale des protagonistes. Et cette esthétique lumineuse radicale est rompt avec la narration classique. Elle traduit une expérience sensorielle et poétique unique qui renforce l'abstraction du film. Le film il va aussi s'appuyer fortement sur la symbolique des objets,
des décors et de la composition visuelle pour évoquer des thèmes existentiels profonds comme l'enfermement, le désespoir, le temps et la fatalité. Déjà, on a l'objet central du film qui est la barque, hein. C'est le décor principal où les personnages dérivent en mer. Qu'est-ce qui symbolise cet objet? Ça représente la condition humaine. Cette barque, c'est un espace confiné qui est fragile et flottant dans l'immensité. Elle évoque la limite entre la vie et la mort, entre l'espoir et le désespoir, et entre le mouvement et la stagnation. La mer autour, elle symbolise l'infini, c'est l'inconnu, voire même l'inconscient. Et les personnages qui sont enfermés dans cette embarcation, ils sont physiquement et psychologiquement piégés, incapables d'échapper à leurs conditions, et à une avance presque pas, traduisant l'impuissance face au destin. Et même son immobilité qui souligne l'attente, avec la stagnation et l'angoisse existentielle. Et par son dépouillement, cette barque à la fin, elle renforce l'expression poétique et sensorielle du film. On a aussi les menottes, et évidemment, qui est une image marquante, hein. Les menottes, elles incarnent la prison mentale. C'est l'impossibilité de fuir certaines conditions, à la fois sociétales, affectives, psychologiques. Elles annoncent le thème de l'enfermement intérieur, qui sera récurrent dans le film. Parce que dès l'ouverture du film, on a cette femme menottée qui introduit une atmosphère de détresse et de fatalité. Les menottes, elles représentent l'entrave à la liberté, à la fois physique et existentielle. Elles traduisent le désespoir des personnages, qui sont tous marqués par une fuite impossible. Et cette image revient de manière récurrente, qui souligne l'impossibilité de rompre avec le passé ou les souffrances intérieures. Et dans une scène, on voit les menottes qui apparaissent superposées à des plans de nature sauvage, contrastant liberté et captivité. Et Peixoto, qui est influencé par le surréalisme, il en fait un motif poétique et non narratif. Elle symbolise aussi les liens invisibles entre les personnages qui sont prisonniers de leur destin. Et avec ce montage, ça renforce cette sensation d'enfermement cyclique. Donc en somme, les menottes, elles incarnent la thématique du film, qui sont la limite entre l'homme et sa liberté. Et de plus, tout cela est tourné aussi dans un paysage urbain, avec des ruelles vides dans les flashbacks. Certaines séquences, elles se déroulent ici, avec des architectures parfois imposantes et étouffantes. Qu'est-ce que cela symbolise? Ces décors, ils sont dépersonnalisés et ça montre l'aliénation urbaine, c'est la perte d'identité dans le cadre social, l'absence d'humanité aussi dans ces lieux qui soulignent la solitude et la rupture du lien avec le monde. Et puis on a d'autres objets du quotidien, hein, comme une bouteille, une horloge et des clés. Hein. Qu'est-ce que ça symbolise tout ça? Déjà l'horloge, évidemment, ça évoque le temps implacable et c'est l'angoisse de la fuite, mais on a aussi les clés. Alors là, les clés, il y a aussi des choses à dire dessus. Elles peuvent représenter un accès refusé à une issue ou une compréhension. Les clés, c'est comme un symbole central et polysémique tout au long du film. Elles apparaissent à plusieurs reprises, souvent associées aux mains des personnages, pour représenter à la fois l'emprisonnement et la possibilité de libération. Par exemple, on a une clé qui est tenue fermement et qui évoque une tentative de contrôle sur une situation ou une vie qui échappe au protagoniste. Et à d'autres moments, les clés, elles semblent inutiles, soulignant l'impossibilité d'échapper à son destin. Le film, qui est presque entièrement non linéaire, hein, il s'appuie sur ces objets pour ancrer le spectateur dans une signification symbolique plutôt que narrative. Et on a aussi une clé abandonnée sur le sol qui renforce le sentiment d'abandon et de perte. Et par le montage et les gros plans, Peixoto il amplifie la charge émotionnelle de cet objet. La clé elle devient ainsi un fil conducteur entre les différentes histoires personnelles. Et elle est aussi un outil visuel pour exprimer l'intériorité des personnages. Peixoto il transforme donc un objet banal en métaphore existentielle. Et on pourrait aussi parler de la bouteille vide qui renvoie au vide intérieur, à la perte ou à l'attente vaine. Et puis évidemment on a des plans sur les mains et les pieds. Le film multiplie des plans sur les mains tremblantes, qui sont crispées, qui sont même immobiles. Ça symbolise quoi? Les mains elles deviennent le vecteur de l'expression muette du désespoir et de l'incapacité d'agir, voire même de créer un lien. Et elles sont aussi des signes de l'impuissance. Tout cela est aussi filmé dans des décors naturels qui sont filmés avec une certaine intensité, qui sont souvent en surimpression, avec des jeux de lumière. Ces décors, ils symbolisent quoi? Ils traduisent l'état intérieur des personnages.
on a des cieux menaçants ou des vagues déchaînées qui renvoient à une tourmente psychique, tandis que on a aussi des rochers qui sont figés et qui symbolisent une forme de destin implacable. Et puis on a aussi des éléments comme les miroirs, les fenêtres et d'autres cadres qui apparaissent dans les flashbacks et qui enferment les personnages dans des espaces visuels limités. Ils renforcent la notion de cloisonnement et de réflexion sur soi. Le miroir notamment qui évoque la confrontation au moi intérieur et à la vérité subjective. Et comment c'est mis en scène avec le jeu d'acteur tout ça? On a un jeu d'acteur qui est introspectif et qui est minimaliste. Donc on a nos acteurs principaux qui sont Olga Breno, Tatiana Rey et Raoul Schnorr, et qui incarnent chacun un personnage qui n'a pas de nom, dont le passé est évoqué donc à travers ces flashbacks qu'on pourrait même qualifier de poétiques. C'est un jeu qui est dominé par l'introspection, on a des émotions qui sont intériorisées, qui sont exprimées par des regards absents, avec des mouvements lents et des expressions faciales qui sont contenues. Cela correspond au style du film qui repose davantage sur l'ambiance émotionnelle que sur une action narrative. Par exemple, on a Olga Breno qui, dans une scène, on la voit regarder fixement l'horizon depuis le bateau, ce qui incarne la mélancolie et la résignation par son visage figé et son regard vide. En fait, elle ne pleure pas, elle ne bouge presque pas, mais on voit une douleur qui est palpable par son immobilité qui est presque douloureuse. Et dans un flashback où elle est emprisonnée, Breno, elle se tient derrière les barreaux avec son regard tourné vers la lumière extérieure. Elle ne crie pas et elle ne gesticule pas non plus, mais son regard transmet un sentiment d'enfermement existentiel, plus que simplement physique. Et puis, il est à noter l'expressivité corporelle, parce que privés de dialogue, les acteurs ils utilisent leur corps pour traduire leurs émotions. Mais ici, le geste, il n'est pas théâtral, il est souvent réduit, il est symbolique, il est même presque chorégraphique. C'est un style qui rappelle le cinéma soviétique d'avant-garde, ou les expérimentations d'Abel Gance, où chaque mouvement devient un signifiant. Par exemple, on a Raoul Schnorr dans une scène dans le bateau qui baisse lentement la tête dans un geste de désespoir et ses mains tombent le long de son corps. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire, mais c'est une capitulation silencieuse face à une souffrance inexprimable. Et dans un autre flashback, le personnage masculin il est vu marchant dans une rue déserte, filmé en contre-plongée. Il a un pas lent qui est presque mécanique, qui évoque la solitude et l'aliénation. Et c'est dans cette démarche que se lie l'état intérieur du personnage. En fait, on a un jeu qui est au service de l'image et du montage. Peixoto, il ne dirige pas ses acteurs vers un naturalisme émotionnel, mais plutôt vers une fusion avec l'image, avec le montage, les surimpressions et les compositions plastiques. Tout cela crée une sorte de poésie visuelle où les jeux d'acteurs deviennent une texture parmi tant d'autres. Par exemple, on a cette scène du plan fixe sur les visages des trois personnages dans le bateau, où Peixoto il laisse le spectateur contempler les expressions lentes qui sont souvent immobiles et qui se modifient à peine. Et en fait, c'est le montage et l'alternance avec des éléments naturels comme la mer et le ciel qui donnent du sens à ces visages. Et le jeu, il est donc volontairement figé pour permettre à l'image de prendre le relais. Alors on a évidemment des références que j'ai déjà citées, mais donc on va essayer d'aller plus précis là-dessus. Par exemple, on a l'expressionnisme allemand, on peut penser au cabinet du Dr Caligari. L'expressionnisme, ça a influencé le cinéma de Peixoto, et le cinéma même en général, jusqu'à aujourd'hui, par son usage des ombres, et de la déformation du réel, et de la stylisation un peu extrême. Le lien qu'on peut faire avec le film de Peixoto, c'est que en plus d'être tourné en noir et blanc, il utilise des contrastes très marqués et des plans très composés avec un univers visuel stylisé qui rappelle cette esthétique. Une autre référence, j'en ai parlé plus tôt de Eisenstein, et on pourrait penser au cuirassé de Potemkin. Eisenstein, c'était l'un des pères du montage intellectuel où le sens émerge du choc avec les images. Et qu'est-ce que fait Peixoto pour lier son film à Eisenstein? Il utilise un montage elliptique, rythmique et métaphorique, inspiré de la théorie du montage soviétique. Il ne cherche pas à raconter une histoire, mais à faire ressentir des émotions complexes à travers l'enchaînement d'images un peu symboliques, comme des images qui montrent une lutte, une oppression et donc bien sûr l'enfermement.
Alors, je pensais aussi à quelqu'un d'autre, c'est ou plutôt Walter Ruttmann, vu qu'il est allemand, avec le film Berlin, Symphonie d'une grande ville. Donc je pense à ce film parce que c'est un exemple clé du film Symphonie, où la ville devient sujet d'observation rythmée sans personnages principaux. Et ben, le lien qu'il y a avec Limite, c'est que même si ça montre pas principalement une ville, et ben, il partage cette volonté de structurer le film comme une composition musicale. Il y a une attention portée au rythme, à la répétition de motifs visuels et à l'absence de narration classique qui relie les deux films. Alors je parlais de Germaine Dulac plus tôt, et ben on pourrait penser à ce film qui est La Coquille et le Clergyman. C'est un film qui est surréaliste et qui est considéré comme une des premières tentatives de cinéma purement psychologique qui vise à représenter l'inconscient à l'écran. Et le lien qu'on peut en faire avec Limite, c'est que comme dans le film de Dulac, Limite évite la narration linéaire et se concentre sur une structure qui n'est pas chronologique. L'image devient alors le vecteur d'émotion et non pas seulement de récit. On a des gros plans qui sont obsessionnels avec des images symboliques comme les mains ou les regards, avec un montage impressionniste qui évoque clairement cette influence. Alors il est clair que le film il peut être attaqué parce que il y en a qui pourraient considérer que ce film peut être critiqué de façon négative. Alors il y a des gens que j'ai vus par exemple dans les critiques qui disent que c'est un film qui n'a pas de narration claire. Et c'est justement cette absence de narration conventionnelle qui rend le film intéressant. C'est un film qui s'inscrit dans la lignée du cinéma d'avant-garde européen, comme celui de Buñuel ou même de Jean Epstein, où l'image poétique et symbolique prime sur la linéarité narrative. Peixoto il propose une expérience sensorielle et introspective qui dépasse le cadre du récit traditionnel. C'est un film qui parle de l'inconscient. Alors aussi, autre critique possible, c'est que c'est un film qui est difficile à regarder parce qu'il est lent. En fait, le rythme lent, déjà, c'est un choix délibéré, et il permet une contemplation visuelle et une immersion dans les états intérieurs des personnages. Limite, il propose un cinéma de la sensation, et pas de l'action. C'est un film qui invite à un autre rapport au temps, plus proche de la poésie que du théâtre, du roman. C'est un geste radical, presque même mystique. Et puis, autre chose, vous savez, je parle souvent dans mes podcasts de tenir par la main le spectateur. Et c'est quelque chose qu'on pourrait se dire sur ce film parce qu'il n'y a pas de dialogue et donc on comprend pas ce qui se passe. En fait, le silence, c'est un langage en soi déjà. Le film il est muet, mais on a une puissance expressive de l'image avec les gros plans, les surimpressions et le montage, et ça crée un langage visuel qui est riche et évocateur. C'est un cinéma avant tout qui est symbolique de ce qu'est le cinéma à la base, parce que le cinéma à la base c'est quoi ? C'est avant tout un art de l'image, et limite ça en est une démonstration éclatante. Ça évoque l'émotion brute, et ça n'a pas besoin de passer par les mots. Alors c'est un film qui pourrait être considéré par un film prétentieux de la part d'un réalisateur inconnu. Alors on peut voir évidemment qu'avec ce film il y a une sacrée ambition dans l'audace artistique, parce qu'il avait une vingtaine d'années, mais il réalisait déjà un film d'une maturité esthétique remarquable, avec une maîtrise étonnante du langage cinématographique. À cet âge-là, je ne sais pas si j'ai vu beaucoup de réalisateurs qui ont fait de tels films. Et l'idée qu'un film doit venir d'un réalisateur établi, c'est une illusion. Limite, c'est justement un grand film parce qu'il est libre, et qu'il est pur, et qu'il n'est pas formaté, où l'image poétique et symbolique prime sur la linéarité narrative. Peixoto il propose une expérience sensorielle et introspective qui dépasse le cadre du récit traditionnel. C'est un film qui parle de l'inconscient. Alors aussi, autre critique possible, c'est que c'est un film qui est difficile à regarder parce qu'il est lent. En fait, le rythme lent, déjà, c'est un choix délibéré, et il permet une contemplation visuelle et une immersion dans les états intérieurs des personnages. Limite, il propose un cinéma de la sensation, et pas de l'action. C'est un film qui invite à un autre rapport au temps, plus proche de la poésie que du théâtre, du roman. C'est un geste radical, presque même mystique. Et puis, autre chose, vous savez, je parle souvent dans mes podcasts de tenir par la main le spectateur. Et c'est quelque chose qu'on pourrait se dire sur ce film parce qu'il n'y a pas de dialogue et donc on comprend pas ce qui se passe. En fait, le silence, c'est un langage en soi déjà. Le film il est muet, mais on a une puissance expressive de l'image avec les gros plans, les surimpressions et le montage, et ça crée un langage visuel qui est riche et évocateur. C'est un cinéma avant tout qui est symbolique de ce qu'est le cinéma à la base, parce que le cinéma à la base c'est quoi ? C'est avant tout
un art de l'image, et limite, ça en est une démonstration éclatante. Ça évoque l'émotion brute, et ça n'a pas besoin de passer par les mots. Alors c'est un film qui pourrait être considéré par un film prétentieux de la part d'un réalisateur inconnu. Alors on peut voir évidemment qu'avec ce film, il y a une sacrée ambition dans l'audace artistique, parce qu'il avait une vingtaine d'années, mais il réalisait déjà un film d'une maturité esthétique remarquable, avec une maîtrise étonnante du langage cinématographique. À cet âge-là, je ne sais pas si j'ai vu beaucoup de réalisateurs qui ont fait de tels films. Et l'idée qu'un film doit venir d'un réalisateur établi, c'est une illusion. Limite, c'est justement un grand film parce qu'il est libre, et qu'il est pur, et qu'il n'est pas formaté. Et bien limite, c'est justement un grand film parce que c'est un film qui est libre, qui est pur, et qui n'est pas formaté. Alors on pourrait aussi se demander si le film n'est pas trop influencé par l'avant-garde européenne, et ça manquerait d'identité brésilienne. C'est une critique que j'ai lue souvent dans les critiques du film sur les sites de notes, mais je trouve que c'est réducteur, parce que Peixoto, il s'inscrit dans un dialogue artistique global déjà. Mais limite, c'est pas une simple imitation, ça réinterprète des influences, donc les influences soviétiques, françaises et même expressionnistes, et à travers une espèce de sensibilité qui pourrait être considérée comme brésilienne si on considère que Peixoto s'inscrit dans un cinéma brésilien pur. Je trouve que c'est une question difficile ça à résoudre, parce que le film il reflète, je trouve, une angoisse existentielle, et ça reflète aussi une mélancolie tropicale unique, je trouve, qui préfigure un peu le cinéma novo bien avant l'heure, et ça j'y reviendrai plus tard j'espère. En tout cas, on peut parler de la fin du film, parce que qu'est-ce qui se passe ? Le personnage masculin il décide de plonger pour s'éloigner du bateau, et quand il entre dans l'eau, on le voit pas en sortir. Donc on comprend la suite, parce qu'on voit l'eau rentrer aussi dans la barque, et on a une des femmes qui tombe et qui reste affalée dans la barque comme elle a plus de force. Tout ça est suivi d'une succession d'images mouvementées de la mer, finissant par faire chavirer la barque et à la détruire. Et donc sur un morceau de la barque restant, il reste l'une des deux femmes qui s'y accroche autant que possible. Il n'y a donc pas de résolution concrète. On n'a pas de sauvetage et on n'a pas de certitude sur le sort de la survivante. Et la fin reste ouverte, mais elle est résolument pessimiste. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire ? L'une des femmes a fui une relation toxique, la seconde a tenté d'échapper après avoir été emprisonnée, et on a un homme qui a été hanté par la perte d'une femme aimée, que peut-être morte ou éloignée de lui en tout cas. Et puis la fin, c'est une affirmation de l'absurde au sens d'Albert Camus. Il n'y a pas de salut, mais seulement la conscience d'une existence limitée, sans but clair. Alors comment est-ce que je pourrais conclure avec tout ce que je viens de dire ? Peixoto il interroge les limites de la représentation elle-même, et il propose une œuvre universelle et qui est profondément ancrée dans l'expérience humaine. Je pense que tout le monde peut comprendre ce film, il n'y a pas besoin d'être brésilien. Limite, c'est pas un film que l'on regarde, c'est plutôt un film que l'on ressent. C'est un objet de fascination du cinéma brésilien de 1931 qui s'inscrit hors du temps, hors des normes narratives et même hors des genres. Et à travers une construction elliptique, son absence presque totale de dialogue, et son esthétique saisissante, limite, il défie notre manière habituelle de concevoir le cinéma. Peixoto, avec sa seule œuvre à son actif, il signe pourtant un manifeste visuel audacieux qui est influencé par les avant-gardes européennes, notamment le cinéma soviétique et l'expressionnisme allemand. En fait, chaque plan semble être une sorte de photographie mouvante, où chaque mouvement de caméra, c'est un peu une poésie visuelle. On a l'usage innovant de la lumière, avec des surimpressions et un montage non linéaire qui confère à l'œuvre une texture presque onirique. Et on a affaire à un cinéma expérimental qui est resté longtemps dans l'ombre et qui est aujourd'hui reconnu comme une pierre angulaire du cinéma d'art en Amérique latine. Il ne s'agit pas d'un film avec une narration classique, mais c'est un voyage sensoriel, c'est une méditation sur les limites humaines, celles du corps, celles du temps et celles de l'existence. Et si vous êtes curieux de voir jusqu'où le cinéma peut aller quand il n'est pas contraint par les codes habituels, et limite c'est une œuvre à découvrir absolument. Et vous pouvez même prolonger cette expérience en regardant Un chien andalou de Buñuel, même La coquille et le clergyman de Dulac, ou encore L'homme à la caméra de Vertov.
Et ces films, comme Limite, ils ne racontent pas une histoire, ils en proposent une sensation. Ils nous rappellent que le cinéma peut être un langage pur, c'est une émotion brute et une invitation à contempler plutôt qu'à comprendre. Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis ouvert à la discussion à propos du film à travers les commentaires sous cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage ou revisionnage de cette œuvre, et toutes les sources qui ont servi à la construction de ce podcast sont actuellement citées dans cette fin de vidéo et en description, et je vous propose aussi d'autres films qui peuvent avoir un lien avec Limite. Veggio voce en breve.